Promouvoir un mode de vie et des valeurs écocides, d'une part, et d'autre part, ne pas parler du changement climatique et considérer que ça n'existe pas, c'est deux piliers du climato-scepticisme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fiction française véhicule un narratif climato-sceptique ? Bon, merci pour cette question, il fallait que ça tombe sur moi. Ça fait plaisir. La réponse, elle est dans la question. Donc on est obligé de répondre oui, mais on ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup de mal à s'emparer de ces questions qui font pourtant partie de plus en plus de notre quotidien. Donc en fait, nos personnages, c'est des personnages qui bougent, qui appartiennent pour beaucoup à des classes sociales plutôt privilégiées. Donc inconsciemment, on met en avant, le bonheur qu'on met en avant, c'est un bonheur qui a une charge carbone très forte, quoi. Dans le mode de vie, nos personnages, on y réfléchit, mais ont tendance à partir en week-end quand deux personnes se rencontrent dans la fiction, qui arrivent, on raconte plein d'histoires d'amour, pour signifier que ça se passe bien, ils partent en week-end, ils ont tendance à partir en week-end à Rome, à Barcelone, on peut y aller en tram, enfin à l'autre bout du monde, comme si le bonheur était forcément lié à l'avion. Donc, et c'est des choses, en fait, qui est structurelle de notre inconscient. Donc je pense qu'on a besoin tous ensemble de réfléchir aux valeurs qu'on met en avant, qui sont parfois des valeurs très consommatrices, comme si le bonheur fondamental était de consommer. Nous, en tant qu'Arcom, on défend la liberté d'expression, la liberté de communication et donc la liberté de création. Donc tout ce qu'on demande aux médias audiovisuels, c'est des engagements en droit souple, c'est-à-dire que c'est du volontariat. On essaye que ce volontariat sur la question de l'écologie, mais comme c'est pareil sur la parité, sur la diversité, la représentation de la diversité, on essaye à chaque fois d'être extrêmement, que ce volontariat soit ambitieux. Donc la transition écologique, je dirais, c'est un peu une nouvelle thématique qui est arrivée, puisque les observatoires de la parité, de la diversité existent depuis un certain nombre d'années à l'Arcom. Et sur la transition écologique, on a fait, dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, on a demandé aux médias de nous donner de manière volontaire tous les programmes pour lesquels la question d'environnement était traitée un petit peu, beaucoup, totalement. Et donc, nous, on a fait une étude à partir de ces déclaratifs des médias pour voir ce que ça donnait en chiffres. Alors, je vais donner le chiffre le plus inquiétant, mais en même temps, ça montre qu'on a une vraie marge de progrès, donc tant mieux. C'est que sur l'ensemble de la programmation de l'ensemble des médias télé, les personnages qui ont un lien fragile ou plus important avec l'environnement, c'est 0,6% des programmes. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut faire que mieux. Donc, on est content parce que ce débat devrait nous aider à partir sur cette piste-là. Et je vais donner encore quand même quelques chiffres, mais très rapides. C'est que dans ce peu de programmes, donc les 0,6%, donc après, si on prend tous les programmes qui parle d'environnement, la fiction ne représente que 14%, voilà, faut y penser, et que 29% de ces 14%, c'est pour la jeunesse, c'est-à-dire c'est dans les programmes jeunesse, et que la thématique la plus explorée, c'est la biodiversité, et la seconde, pour 52%, c'est la consommation, 17%. Donc, voilà. Ces premiers chiffres, ça n'a pas d'autre vocation que de dire on est capable aujourd'hui de commencer à donner des chiffres pour avoir une première image de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des médias, qui ne sont pas des chiffres d'une solidité scientifique totale, mais qui donnent en tout cas les ordres de grandeur, et donc qui montrent que aujourd'hui, un travail collectif est nécessaire, et aujourd'hui, puisqu'on parle de fiction, et en particulier sur la fiction, dans la mesure où on part de bas, mais on peut aller très haut. Et on peut espérer aussi que ça devienne aussi des fictions à succès. Parce que l'idée n'est pas de présenter les questions de transition écologique qui sont des questions complexes.
de manière forcément anxiogène, mais c'est comment on peut créer de la fiction, comment on peut la réfléchir dans tout l'écosystème de la création, auteur, producteur, diffuseur, pour arriver à, par rapport à ce que disait Olivier, c'est-à-dire comment on va nous débugger du système de consommation pour, grâce aux imaginaires et aux belles histoires, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la volonté, il faut créer des belles histoires, comment le monde de la création va pouvoir nous amener par une approche sensible à un univers moins dans la consommation et plus respectueux du vivant. Oui, parce que 0,6%, mais il y a d'autres chiffres qui prouvent quand même, Clémentine, je m'adresse à toi, parce que chez Netflix, vous êtes pas mal interrogée sur le sujet, et les chiffres disent quand même que les gens ont envie d'en entendre parler. Tu fais référence à une étude qui a été menée par Netflix en 2024 dans le monde entier, sur nos abonnés. Et 80% des abonnés de Netflix se déclaraient très concernés ou concernés par les sujets climatiques et environnementaux de façon générale. C'est un chiffre qui nous a tous surpris, puisqu'on a quand même souvent tendance à se dire ça n'intéresse pas les gens, ils veulent pas en parler, ça les angoisse. Et sur ce pourcentage-là, de 80% des abonnés, en fait, il y a 2/3 même qui déclarent vouloir voir des récits, des fictions, des films, des séries, des docus qui parlent plus de ces sujets. Et je pense que les gens qui déclarent ça dans le cadre d'une étude Netflix, oui, conditionnent leur attente au fait que ce soit en revanche des contenus pensés à la sauce Netflix, c'est-à-dire divertissants, engageants, avec des personnages. Donc voilà, il y a cette attente qui est là. Nous, on en a pris conscience il y a déjà un moment. Ça prend du temps, mais il faut envoyer ce signal aux auteurs, aux producteurs, qu'en fait, il faut déconstruire ce mythe. Les gens voient ce qui se passe autour d'eux et ont envie que ça soit représenté beaucoup plus justement et de façon très diversifiée dans la fiction. Parce qu'il faut aussi déconstruire ce truc de la grosse série écolo qui va nous parler d'un futur dystopique, parce que c'est ce qu'on a énormément reçu. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est des projets qui sont éminemment sur le vivant, sur les problèmes climatiques, sur les problèmes de santé publique. Il y a plein de sujets, mais avec les codes attendus en format radio, en format télé, en podcast, en série Netflix. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. C'est de la créativité sous contrainte. Vous avez même une classification de la sustainability des fictions, en fait, en trois étages, et on a rajouté un 4e. Nous, on revient de loin aussi sur les sujets... on a beaucoup travaillé, on travaille encore sur les sujets d'inclusion et diversité, sur les sujets de justice sociale, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est toujours le cas, qu'on avait tendance à représenter... on a pris conscience de nos privilèges, de ceux qui décidaient de quelles histoires devaient être racontées. Et ces privilèges-là nous poussaient, nous, mais même le cinéma et la télé at large, à représenter plus des hommes en situation de pouvoir, des CSP+, vous connaissez tous ces enjeux-là. Et en fait, à l'échelle d'une série ou d'un film, quand on a voulu être meilleur, on s'est mis à faire des films ou des séries où on mettait un peu de tout pour bien représenter tout le monde. Et ça ressemblait à une campagne Benetton des années 80 et c'était pas forcément génial. Donc on s'est mis à penser, et je pense que... je serais curieuse d'avoir le point de vue de mon collègue d'Arte, mais on s'est dit qu'il faut raisonner à l'échelle de ce qu'on appelle le slate. C'est toute la diversité des propositions de films, séries, docus et tout qu'on va sortir dans l'année. Et c'est en sens ça qu'on s'est dit, tiens, on va faire un système de tagging. Et donc, on l'a décliné, ce système qui venait un petit peu de notre façon de suivre et de s'améliorer sur des enjeux de représentation. Et on l'a décliné sur l'écologie. Et en gros, aujourd'hui, on monitore à l'échelle mondiale, parce qu'en fait, c'est la team aux US qui a commencé à le faire, qui est donc vraiment un truc de prendre conscience de ce que nos programmes racontent. Mais on a un premier, on regarde tout ce qu'on va sortir dans l'année, on se dit, il y a tel et tel film qui sont des sujets dont le cœur de la série ou du film est lié aux enjeux climat. Par exemple, Don't Look Up. C'est métaphorique, c'est de la comédie, c'est Adam McKay, mais le cœur, le moteur du récit est autour d'une catastrophe écologique à venir. La deuxième typologie de programme, c'est quand on se dit qu'il y a une intrigue, une sous-intrigue, un personnage, un élément en tout cas marquant de la dramaturgie ou de la caractérisation d'un personnage qui parle d'écologie. Donc là, on commence à en voir émerger. Et après, il y a un troisième niveau, c'est les endroits où c'est vraiment purement contextuel. On appelle ça des moments. C'est des petites choses
Je pense par exemple à une série qui a beaucoup fonctionné, qui a vachement marché, que moi j'adore, qui est Sex Education. Dans Sex Education, ils sont très cool, ils sont très pop, ils parlent de cul et d'amour. Et en fait, ils vont au lycée, ils sont toujours en vélo. Alors oui, dans les milieux bobos où on est, c'est clair que c'est normal d'être en vélo, mais jusqu'à présent, on nous avait toujours habitués à voir les lycéens cool aller en scooter ou en voiture. Et là, il y a même plein de plans qui sont assez géniaux, des jeunes qui rident leur vélo pour aller au lycée. Et cet aspect-là, c'est vraiment là déjà qu'on commence à travailler. C'est quand on accompagne les scénaristes et qu'on a, en fait, comme on l'a fait à plein d'autres endroits dans l'inclusion et la diversité, on essaye là de corriger nos biais, voilà aussi de nous privilégier, de penser c'est ça la représentation du succès ou c'est ça le mode de vie par défaut, c'est d'avoir une maison avec piscine parce que ce héros. Non, voilà, on essaie à plein d'endroits de changer la représentation des choses et ça c'est complètement indolore et comme on essaye en permanence de provoquer du cool, de générer des héros de série qui vont faire rêver nos publics, à ces endroits-là, on pense effectivement que c'est important de montrer des héros qui soient respectueux en fait, de l'environnement et du vivant. Et c'est vrai que moi, je vous le disais, à titre personnel, c'est pas encore un tag qui existe à l'échelle de Netflix. Moi, je me mets aussi dans un coin de ma tête sur certains programmes le petit label Écocide pour avoir aussi la capacité de penser que, et comme on l'avait sur certains programmes autres, mais que celui-là, c'est un programme qui ne représente pas de façon positive nos enjeux. Et voilà. Alors, on n'a pas de classification comme chez Netflix, mais finalement, on reprend un peu les mêmes. On a un peu la même tendance, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, dans la plupart de nos fictions, on essaye au maximum de faire en sorte que nos personnages aient un comportement. Alors, quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore. Pour autant, on a cette conscience. Et donc, on essaye de faire en sorte que tous nos personnages puissent avoir un comportement éco-responsable. Et Olivier est très dur avec lui-même parce que c'est quelque chose, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps. Le fait de demander aux personnages de partir plutôt en train qu'en avion, le fait de voir nous aussi nos lycéens prendre le vélo pour aller au lycée, etc. Donc, c'est un vrai travail qu'on fait sur le feuilleton quotidien qui, pour moi, est un endroit idéal parce qu'on toucher 3 millions de téléspectateurs tous les soirs, qui sont des personnages auxquels le public s'identifie. C'est par là peut-être que la première phase de prise de conscience peut commencer. À côté de ça, on a nous aussi effectivement des héros récurrents qui, sans porter ce message-là, ont cette philosophie-là. Je pense à Alex Hugo, qui a décidé de quitter la ville pour vivre en haute montagne, en pleine nature, avec une vraie conscience des problématiques écologiques. Et puis à côté de ça, on travaille sur des mini-séries qui peuvent traiter plus directement de ce sujet-là. Alors on l'a fait avec L'île prisonnière qui, par le biais et le point de vue de l'activisme radical, donc peut-être c'est une question aussi, est-ce que c'est par ce sujet-là qu'on doit sensibiliser le public à ces questions-là ou pas? Mais en tout cas, voilà, on a nous aussi ces trois aspects-là pour tenter de faire prendre conscience de ces questions-là. C'est en tout cas on est évidemment plus que conscient, on n'en fait sans doute pas assez et il va falloir trouver le moyen d'aller beaucoup plus loin. Pour autant, vraiment sur ce sont des questions qu'on se pose sur on a un certain nombre de héros récurrents, on a un certain nombre d'unitaires de société très contemporains dans lesquels on essaie de traiter de ces questions-là de manière très indirecte. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui, autant le documentaire, les interviews, enfin tout le travail qu'on peut faire sur le réel est assez facile à mener et présente, par exemple, sur Arte, une chaîne qui est très sensible à la question environnementale et au réchauffement climatique, est extrêmement présent. On a plein de séries qui en traitent, mais la réalité, c'est qu'en fait, je pense que la grande difficulté, c'est que quand on vient sur le terrain des idées, on se dit, tiens, aujourd'hui, on est en train de vivre un changement de paradigme. On doit vivre un changement de paradigme, mais la place du vivant doit changer. Or, je dirais que la fiction, c'est quand même une série de conventions, en réalité. C'est le monde établi dans lequel on vit. Et comme le disait Olivier, c'est très difficile de faire évoluer ce paradigme-là. Et aujourd'hui, le monde, en réalité, on n'a même pas conscience de combien il faudrait que le monde dans lequel on vit change, dans la réalité. Alors, venez amener à des gens dans le registre de la fiction un monde qui a changé, c'est compliqué, ou alors ça donne forcément des dystopies. Et en fait, la dystopie, ça n'est que la projection du présent. C'est-à-dire, c'est pas du tout un changement de représentation. Et aujourd'hui, on commence à voir, enfin, à mon sens,
en littérature, des romans, je pense, on en a parlé tout à l'heure, au ministère de Futur de Kim Stanley Robinson, ou à L'Arbre Monde de Richard Powers, qui travaillent cette question du changement de représentation, du changement d'axe. On l'a vu au cinéma aussi avec Jerzy Skolimowski et EO, mais c'est rare encore, c'est très rare. Et donc pour moi c'est ça la question centrale, et c'est ça qui fait que on a du mal, parce qu'au fond, dès lors que on se situe dans le cadre traditionnel de la série, de la fiction, en fait on va faire jouer des personnages, et des personnages dont l'habitude veut qu'ils soient maîtres et possesseurs de la nature. Il y a un livre assez formidable sur cette question que je conseille à tout le monde, d'un auteur indien, d'un romancier indien qui s'appelle Amitav Ghosh, qui s'appelle Le Grand Dérangement, et qui parle en fait du roman du 19e siècle comme structurant de notre imaginaire et structurant de notre manière de raconter des histoires, et en fait étant déjà dans une représentation à la fois d'un imaginaire colonial et d'un imaginaire qui produit du réchauffement climatique. Mais du coup, nous, en tant qu'auteurs, est-ce qu'on ne peut que se contenter de suivre les changements, ou est-ce qu'on peut les précéder? C'est-à-dire que est-ce que la fiction peut avoir le pouvoir d'aider à un changement de paradigme, selon toi? Je pense que c'est son rôle. Après, l'endroit où vient taper la fiction chez les gens qui la regardent, c'est au fond dans la fabrication de représentations, et donc dans la création, entre guillemets, de mythes. Et ça, on y arrive parfois, mais je veux dire, c'est un coup sur 1000, et il faut assumer que c'est un coup sur 1000, que le talent, la transcendance, la capacité à justement ne pas traiter le sujet, être complètement ailleurs, mais en fait véhiculer des représentations qui transforment le regard. Voilà, c'est ce qu'on cherche tous, je pense. C'est très difficile, et parfois ça arrive. Chez Arte, on aime les séries, on aime produire de la fiction, la coproduire, et on essaye de faire de chacune de nos séries un prototype et d'amener des auteurs au bout de ce qu'ils peuvent faire, et certainement pas aller tenir un discours. Le discours général, il est tenu par la chaîne dans son ensemble, mais de fait, dans la fiction, on veut quand même que ce soit de la fiction. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On n'est pas là. Enfin, ce qui serait peut-être le plus satisfaisant pour l'ego et pour donner bonne conscience, c'est de se dire on va faire une fiction tract, ça peut m'arriver, on va expliquer frontalement aux gens comment ils doivent penser. Alors, et là on a deux problèmes. D'abord, ça va faire de la mauvaise fiction, voire pas de la fiction du tout. Et deuxièmement, les gens ont aucune envie, ils ont un cerveau, donc ils n'ont aucune envie qu'on leur explique comment ils doivent penser. Donc c'est vraiment très, de mon point de vue, contre-productif. Moi, je fais de la fiction quotidienne. Donc la fiction quotidienne, notre mission, elle n'est pas de faire de la politique, elle est de raconter l'époque, ses mutations, de tenir de tendre un miroir, mais un miroir plutôt réconfortant et positif. Voilà. Et donc, effectivement, le changement climatique, les crises environnementales, elles font partie des choses dont c'est notre boulot de raconter. Mais je pense, et c'est tout notre travail, effectivement, merci Emmanuel de dire qu'on y réfléchit, on fait de notre mieux, on n'est pas très bon. Enfin, moi, je ne me sens pas très bon, mais on essaye quand même de progresser. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Et je pense qu'un des éléments, c'est quand même de se dire que nous, tous ensemble, on est en train de changer, qu'il y a une transition en cours et que ça peut être cool. Enfin, voilà. C'est-à-dire que d'abord, on peut trouver du bonheur à autre chose que consommer. Donc, on essaye d'avoir des personnages qui ont des modes de vie un peu alternatifs. C'est une piste qu'on creuse, mais c'est une volonté pas que des auteurs, c'est aussi une volonté de la production, c'est une volonté du diffuseur, c'est une réflexion très collective, c'est-à-dire qu'il y a un chemin en cours qui correspond aussi au changement des usages, parce que les gens changent, donc représenter ça, et que finalement le monde est en train de changer, et que il y a des choses qui vont bien se passer, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si... Voilà, et à travers ça, on fait de la fiction. Donc, c'est simplement rendre compte, à travers nos histoires, de ce monde qui bouge, quoi. Et c'est super que le monde bouge aussi. Ça permet, dans une arche, à côté d'une autre arche, si on parle du récit, de traiter de cette problématique-là. Et qu'il y a eu plusieurs arches dans Si Grand Soleil. La dernière avec Louis, qui est un jeune adulte, qui s'opposait à la construction sur un terrain appartenant à son grand-père, et qui
qui a réussi à rassembler des adultes, des enfants, des amis à lui, et donc à créer une vraie solidarité autour de ces sujets. Et là, on en parle donc en racontant une histoire au sein d'une série qui ne raconte pas que ça. Et c'est ce qui est important, et c'est je trouve, l'atout du feuilleton quotidien. Oui, alors, effectivement, c'était un plaisir, et je pense qu'il y a quelques années, ça serait passé par un triomphe des gentils écolos, mais ça ne correspond pas à la réalité, et ça a été aussi l'apprentissage du compromis, il y a des constructions, mais on a trouvé des évolutions. C'est montrer aussi la diversité des points de vue autour de ces questions-là. C'est-à-dire que nous, on n'est vraiment pas là, enfin il me semble, pour dire aux gens comment ils doivent penser. On est là pour raconter des histoires et raconter l'époque. Mais aussi raconter l'époque, ça ne veut pas dire de mettre en avant que des modes de vie consommateurs, que des attitudes prédatrices envers la nature, etc. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, et c'est vraiment un effort de réflexion. On arrive peut-être à progresser parce qu'on est intelligent on est nombreux et on est intelligent à plusieurs. On est meilleur à échanger, à discuter, à réfléchir sur ce qu'on veut raconter. Moi, je voulais juste revenir sur un truc qui me fait souvent réfléchir. J'ai l'impression de voir beaucoup de succès d'audience sur Netflix qui sont des contenus que je trouve ultra anxiogènes. Quand je vois le succès de Dahmer, c'est une histoire vraie, parce que ça provoque sur moi, ou Squid Game, ou tout plein de grands succès. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi le cœur de la fiction, du cinéma ou de la série, de générer des émotions fortes? Est-ce que c'est pas ce qu'on fait en dramaturgie en général, de pousser les curseurs? Moi, je ressens vachement ce truc de quand on voit toute la matière autour de ces sujets-là. C'est tellement une boîte à outils fantastique pour des scénaristes, pour de la dramaturgie. Ce n'est que des conflits, des désaccords, des manipulations. Enfin, il y a 1 milliard de choses où je me dis, mais c'est de la matière à dramaturgie. Donc, voilà. Et sur la palette d'émotions, effectivement, il y a la peur, l'angoisse, il y a plein de choses. Mais voilà, je me questionne vachement en tant que diffuseur sur cette petite musique permanente. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas angoisser. Parce que quand on voit l'arrêté du moment où on est dans un train qui va pleine balle dans le mur, c'est la peur qui fait freiner à un moment. Donc, et les gens aiment avoir peur. Donc voilà, moi je voulais juste émettre cette hypothèse-là. C'est peut-être qu'on n'a pas encore réussi à faire une très belle fiction qui fait peur et qui fait flipper, mais qui nous accroche à mort et qu'on veut voir, pour nous prouver qu'en fait on peut avoir peur si la série est très bonne. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, ce changement climatique, c'est pour l'humanité une épreuve qu'on n'a jamais affrontée. Je prends un exemple, c'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, en fait, ça a été extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire que la planète s'est en partie arrêtée pour maîtriser cette épidémie. Et pourquoi on y est arrivé? Parce que l'humanité a une expérience des grandes épidémies, de la peste. Il y a des représentations, d'ailleurs il y a plein de séries qui font peur autour des thématiques d'épidémie. Voilà, il y en a des tapés, enfin avec les... Voilà. Et donc, comme on avait ces représentations, je pense que ça a été facile en tout cas, on a réussi pendant plusieurs mois, c'est extraordinaire, à tout arrêter. Enfin, je veux dire, voilà. Mais autour du changement climatique, on n'a aucune représentation. Et notre travail, effectivement, mais voilà, c'est un travail qui est compliqué, c'est de créer un imaginaire autour de ce changement. Et pour moi, il ne passe pas forcément par la peur. Il y a beaucoup, enfin là où je suis un peu, effectivement, la dystopie, c'est de faire de ce changement climatique un spectacle comme un autre. J'ai peur que ce soit pas très productif. Il y a eu beaucoup de choses, et finalement ça renvoie le téléspectateur à un spectateur qui mange son popcorn en regardant le spectacle de la fin de l'humanité sur l'écran. Ça pousse pas à se mobiliser. Après, on n'a pas tout à fait enfin, c'est assez intéressant parce qu'on a chacun,
on est chacun dans notre pratique, voilà. Et c'est vrai que je suis essentiellement un auteur de quotidienne et j'ai une réflexion qui est autour de cet usage-là, quoi. Donc il y a plein de choses à raconter pour rendre compte du quotidien, les relations entre les hommes et les femmes. Il y a plein de sujets. Et voilà, donc voilà, c'est très différent de faire un unitaire sur une plateforme autour du changement climatique. Si je résume un peu, en fait, ce que j'entends, c'est on a besoin de fiction. On a besoin de fiction pour y arriver. Ça va vraiment jouer son rôle, mais on galère. Donc ma question maintenant, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire preuve un petit peu de la part des diffuseurs, de la part de la part des auteurs, de volontarisme et de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'y aller, quitte à se planter. Boris ? J'ai l'impression qu'on le fait, en fait. En tout cas, on y va. Voilà, là, j'ai compté justement sur Arte, .tv, sur les 5, sur les 4 dernières années, en fait, on a fait 11 séries qui touchent de près ou de loin à la question du changement climatique. Après, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un temps pour tout, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je parlais du documentaire et des idées. Je pense que aujourd'hui, dans le champ du réel, on voit des collections de littérature, enfin des collections d'essais, par exemple chez Actes Sud, Monde Sauvage, qui apparaissent. On voit des choses, c'est-à-dire, on voit un univers de représentation qui est en train de s'exprimer. Il faut que le temps que ça infuse, quoi. Il faut le temps que ça pénètre non seulement la société, mais aussi les auteurs, pour que ça génère des représentations. Oui, donc, je pense qu'on y est, que c'est en train d'advenir, et que nous, on est, en tout cas, je pense, les diffuseurs de services publics, et de manière évidente, j'ai l'impression que vous aussi, très attachés à ce que cette question qui est centrale, en fait, pour l'avenir de l'humanité soit présente. Clem, toi, tu es hyper investi, personnellement, professionnellement. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe côté Netflix ? Moi, c'est un peu comme Boris. Netflix a moins cette tonalité éditoriale, peut-être, aujourd'hui, que ce que vous avez déjà fait, qui est hyper bien et qu'on regarde de près. Nous, il y a vraiment ce travail de prise de conscience, de formation, en fait, de se former sur déjà, c'est aussi ce qu'il dit, la compréhension du monde, la recherche de nouveaux paradigmes. Il y a tout un travail de fond de déconstruction à opérer sur les équipes de commissionneurs qui sont quand même chez nous assez libres des choix de contenu qu'ils vont faire. Nous, notre difficulté, c'est qu'on est tendu vers des objectifs et des résultats d'audience. Donc c'est vraiment ce travail de se former les équipes au fait qu'on a des publics qui veulent voir ça, qu'il faut bien comprendre les sujets, parce que pour être pertinent et accompagner des auteurs de façon pertinente, il faut vraiment moi, c'est ce que je ressens comme toi. Je me sens encore nulle par rapport à la complexité quand on va sur des sujets soit biodiv, soit justice climatique, justice sociale. La prédation, la voracité de l'humain sur les miniatures. Il y a 1 milliard de sujets. C'est archi complexe. Donc, se former nous, former les équipes, et ensuite avoir le niveau pour avoir des discussions de fond avec les auteurs, avoir aussi de l'autre côté des auteurs, réalisateurs et producteurs qui fassent ce même chemin, qu'on se retrouve à un endroit. Donc, il y a cette humilité-là. Après, je crois qu'évidemment, il y a l'envie qui est renforcée par le fait de voir que nos abonnés sont en attente. Il y a toujours, je pense, ce temps-là qu'on a vécu sur l'inclusion et la diversité et qu'on continue de vivre. C'est aussi, on parle beaucoup avec le milieu écologiste engagé qui, eux, sont un peu à la pointe, des chercheurs et tout. Et ils ont un peu, je pense, aussi cette lassitude que j'ai pu ressentir chez mes camarades de lutte à d'autres endroits de déconstruisez-vous un peu, éduquez-vous. Genre, attendez pas que... Oui, parce que il y a un peu ce mythe, on va recevoir la série géniale dans notre boîte mail et puis on va la faire. Ben non, il y a un vrai travail de formation, d'éducation. On a aussi ces discussions de se dire, tiens, quand on lance une série en développement, qu'on met de l'argent dessus, est-ce qu'on conditionnerait pas cela à ce que l'équipe de scénaristes passe par une fresque ou un atelier climat bien foutu qui déjà va aussi les décomplexer ? Il y a vraiment ce sujet de dire aux gens, éduquez-vous, mais n'ayez pas peur de nous, on ne va pas forcément vous mettre des stops. Et puis nous, on le sait, comme vous, le temps de la fiction, quand on n'est pas sur des quotidiennes, c'est long. On a
Là, j'ai une série que j'accompagne depuis 4 ans et demi, sur laquelle on est parti vraiment sur quelque chose action thriller, et au bout de 2 ans, on a injecté une vraie arche climat, parce que ça se passe en haute montagne et qu'on s'est rendu compte que la fonte des glaciers, c'est très visuel. Alors voilà, les choses, elles mettent du temps à infuser. Après, nous, on regarde aussi vachement les quotidiennes, parce que c'est intéressant de voir cette rapidité de ping-ponger, de réagir. Donc, on regarde un peu de partout, et on essaye de se former, et on se fixe quand même aussi des objectifs, de se dire on veut arriver à faire une série qui soit forte, qui soit populaire, mais qui vienne vraiment s'enraciner dans ces sujets-là. C'est quoi la suite du contrat climat sur les fictions ? Comment ça peut évoluer ? Alors les contrats climat, l'ensemble des médias et France Télévisions en particulier, souvent leaders sur ces grands enjeux de société en tant que service public, ont pris un certain nombre d'engagements volontaires. L'idée, c'est qu'on a fait une première photographie donc en 2023 sur 2022. Je pense que ça a eu le mérite de poser, peut-être comme ce débat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a besoin déjà de poser les choses, poser les réflexions. Et l'idée, c'est que nous, on va faire ces bilans sur les contrats climat tous les ans, et en particulier, alors il y a toute la partie publicitaire, mais qui n'est pas le sujet, mais qui est importante aussi, parce que la publicité, c'est ce qui crée du désir. Donc c'est des choses qui travaillent avec nos addictions, avec nos désirs, nos envies. Donc voilà, c'est pas complètement étanche par rapport à la fiction, mais l'idée, c'est de dire, voilà, comment en année N+1, on va voir l'évolution. Et je pense qu'il y en a une. Moi, j'ai la sensation, elle n'est pas assez rapide. On aimerait bien qu'elle soit plus rapide, mais je suis assez d'accord avec les interlocuteurs. C'est qu'on ne peut pas changer nos paradigmes dans nos cerveaux en 2 secondes. Voilà, il y a il y a un temps nécessaire, et je crois que tout le monde le dit. Il y a une mobilisation qui existe, qui n'existait pas, je dirais, il y a 3 ans. C'est-à-dire que ça va trop lentement, mais en même temps, ça va assez vite. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'avec cet observatoire que nous permet les contrats climat, c'est qu'on va pouvoir, en année, donc en 2024, regarder sur 2023, voir ce qui a progressé et de manière plus détaillée, et puis travailler sur comment on peut, en fonction de l'image qu'on a, sur quoi on peut travailler, quels sont les efforts qui seraient importants. Et ça, c'est nous... En fait, à l'Arcom, on n'a pas à intervenir encore une fois sur la création, mais on peut être, en donnant des photographies, des espaces de réflexion, on peut essayer de participer à un effort collectif, parce qu'il peut être que collectif, et qui demande un engagement, je pense, fort, parce qu'encore une fois, on est en train de sortir de notre zone de confort, donc c'est jamais simple. Et moi, je vais juste finir là-dessus, ce que je trouve important, c'est que si on pense aux générations futures, c'est pour eux qu'on travaille, et on doit le faire. Vous avez rajouté, Emmanuel ? Non, en effet, je crois il me semble qu'on est sur le chemin, qu'on l'a pris, qu'on l'entend, et qu'il faut sans doute aller plus vite. Mais tous ces bilans nous permettent effectivement, le chiffre de 0,6 dont tu parlais au démarrage, voilà, nous permettent de nous dire, on a le sentiment parfois de faire beaucoup, non, en fait, donc il faut aller plus loin. Et le principal travail, il vient de nous, des auteurs. Donc Olivier, ça fait quand même plusieurs années que tu réfléchis au sujet, tu as déjà mis des choses en place ? D'abord, pour dire la chose, on a la chance d'être, quand on est sur une quotidienne, de ne pas être tout seul. Enfin, voilà, on est une quotidienne, c'est 25 scénaristes, c'est aussi plein les producteurs, la chaîne, avec beaucoup d'échanges quotidiens. Donc je pense que c'est aussi une réflexion quotidienne. Donc on a eu cette dernière année quelqu'un venu de l'extérieur, un consultant, pour essayer de regarder la série, de dialoguer avec les équipes et voir où on en est, nos points forts, mais aussi nos points faibles, et comment nous améliorer. Parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de regards extérieurs pour essayer d'objectiver où on en est et là où on pourrait éventuellement aller différemment. Et effectivement, il y a une envie sur puisqu'on est en 7e saison, sur cette 7e saison, de mettre en avant de plus en plus
d'autres comportements, d'autres modes de vie que les modes de vie les plus traditionnels, voilà. C'est-à-dire parler aussi beaucoup de la ruralité. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans nos fictions, qui est assez peu présent. Embarquer aussi toute l'équipe, parce qu'effectivement, il y a donc sur un feuilleton quotidien, il y a à la fois des gens qui conçoivent des histoires, dont je suis, mais il y a aussi des gens qui les dialoguent. Donc il y a beaucoup de dans la façon de dialoguer, il y a des micro choses qui peuvent passer, des débats aussi sur le mode de vie. Moi, je crois vraiment pas à l'exemplarité de la fiction. Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir une fiction exemplaire avec des personnages qui seraient tous des boy scouts écolos, quoi. Enfin, c'est pas du tout ce que je crois. Je crois que ce qui est intéressant, c'est le débat. C'est de mettre ça nous occupe dans la société, c'est-à-dire de mettre en avant les débats, les tensions que suscitent ces enjeux écolos. Une bonne fiction, c'est le conflit. Et je pense que des conflits sur et des modes de vie, etc., et des sujets écolos, c'est des bons conflits. Moi, j'ai envie la seule chose que j'aimerais en tant qu'auteur, c'est que les gens s'emparent un tout petit peu du sujet et y réfléchissent. C'est mon seul but en tant qu'auteur de quotidienne. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et après, on se rend compte que c'est des sujets qu'on maîtrise très très mal, ils sont complexes, donc il y a un effort à la fois de réflexion au niveau des histoires, mais même de formation de nous tous, pour essayer de maîtriser un peu techniquement ces sujets. Tu m'offres une parfaite transition, parce qu'effectivement, si vous êtes scénariste et vous n'avez pas la chance de travailler avec Olivier et d'avoir un consultant à domicile grâce à lui, nous, on est arrivé au même constat avec Olivier, Alex et le collectif Nouvelle Séquence. Et donc l'idée, c'est de monter en compétences collectivement entre auteurs isolés sur ces sujets, en sachant que c'est difficile, en sachant que l'idée, c'est de pas de se dire ce qu'il faut qu'on raconte dans nos fictions, mais c'est de se dire au moins que nous, on est des boîtes, en fait. Il y a des informations, des émotions qui rentrent, ça ressort de manière artistique, on ne peut pas contrôler et être volontariste sur ce qui sort. En revanche, sur ce qui rentre, les informations qui rentrent, ça, on peut agir. Donc la première chose, c'est qu'on arrive vraiment à se former sur des sujets qui sont émotionnellement, techniquement, politiquement, économiquement extrêmement complexes. Pour ça, on organise régulièrement des rencontres sur Paris qui sont ouvertes à tous les scénaristes avec des spécialistes, en fait, avec des experts qui nous nourrissent. On fait aussi des ateliers de sensibilisation qui sont en ce moment à La Rochelle. Vous avez peut-être entendu parler d'Automne et Fresques du climat. Il y en a eu hier, il y en a demain. C'est pas complet, donc allez voir Camille si vous voulez vous inscrire pour demain et vous commencez le voyage avec nous. Et on va même aller plus loin, puisqu'on va se réunir là entre showrunners en atelier, où on va travailler tous bénévolement pour produire des documents en open source sur des sujets, pour donner un peu des boîtes à outils disponibles pour tous les scénaristes, pour un peu clarifier et traduire des choses très techniques en enjeux, en personnages, en antagonistes, en conflits, en décors, qui seraient destinés à clarifier des choses, à nourrir les scénaristes, peut-être à donner des idées, voilà, à faire rentrer des choses dans la boîte qui soient un peu nouvelles. Voilà. Est-ce que vous voulez... Moi, déjà, je voudrais vous remercier tous les scénaristes qui vous organisez dans vos métiers, entre vous tout seuls, et qui êtes souvent isolés et face à des producteurs et diffuseurs qui n'étaient pas forcément très conscients des enjeux. Donc déjà, merci. Et juste pour être un petit peu poil à gratter, mais aussi je nous vois, parce que dans les gens de la fiction, les métiers de la fiction et de la télé, du cinéma, on est... en fait, dans ces représentations du monde complexe, avec beaucoup d'humilité. Et j'ai l'impression qu'il y a un consensus, il y a un consensus scientifique sur ce qui se passe, il y a des tas de choses qui sont fact-checkées, qui sont réelles, et on est vraiment soucieux de tout faire, tout ça bien. Mais de l'autre côté, moi, je vois les datas de la montée du climato-scepticisme, je vois aussi tous les endroits où, en fait, le camp adverse, quelque part, sur, en tout cas, la défense des enjeux climat, se pose moins de questions et avance assez vite. Donc je pense aussi que pour vous, auteurs, et qui avez une voix, ou producteurs qui avaient des envies, il faut aussi être un peu punk parfois et se dire, en fait, le sujet, je le prends et y aller, en fait. Non, mais parce que pendant tout ce temps où nous, on cherche une forme de complexité absolue, de perfection pour raconter le monde et être juste et être modéré, en face, il y a un rouleau compresseur
Il y a des activistes qui se font mettre en prison. Enfin, il y a des tas de choses qui, en tout cas à titre personnel, et là je parle pas en tant que Netflix, me révoltent au quotidien. Et vous, les auteurs, faites-vous confiance en fait sur votre âge et votre envie. Je sais pas s'il y a des auteurs dans la salle et des producteurs, parce que ça c'est nécessaire à faire de la bonne fiction, et que parfois la fiction c'est pas forcément d'avoir tout compris à la situation, mais il faut y aller quoi. Non, mais en fait, ça fait tellement de bien d'entendre ça. Enfin, tu vois, nous, on s'est tellement dit pendant des années entre auteurs, de toute façon, si on essaie de s'emparer du sujet, on va se faire jeter par les diffuseurs. Et merci, quoi. Merci d'avoir réagi vite et quand on vous a appelé et d'être là et de montrer aussi que, oui, il y a une place dans le marché pour même si c'est pas évident de trouver le bon équilibre et même si c'est mais qu'il y a de la place en fait pour parler de ça. Donc c'est hyper important pour nous de l'entendre. Ça fait du bien quoi. Parce qu'il y a un public, je pense. Ouais, bah ouais, c'est clair. Merci à tous.